moi encore salir mon registre. J'ai juste demandé qui c'est. Les verres sont pas triés. On n'a pas mis ça nulle part. Évidemment, qui s'est rangé, c'est moi. Kevin ? Oui, quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Est-ce que Syrah va revenir ? Mais non, Syrah va pas revenir, on s'en fout. Écoute, elle est partie en claquant la porte, tant pis pour elle. Mais tu sais que les écrivains voyageurs ont vraiment décidé de faire grève. Mais non, ils menacent, ils font ça souvent, c'est des auteurs. Mais ils ont laissé un mot sur ma table. Ça dit « Aucun de nous ne viendra habiter de corps ni raconter aucune histoire tant que Syrah ne sera pas réintégrée en tant que serveuse. Signé les écrivains voyageurs. » Mais arrête, on est au bar hanté par les esprits venus de tous les pays et toutes les époques. Aujourd'hui, on va parler des routes. On va voir Jack Kerouac, Ellis Cohen, Joy Johnson, la Beat Generation. T'imagines ? C'est des gens libres tout ça. Ils ont autre chose à foutre qu'une grève. Ouais, donc vraiment Syrah on la reverra plus. Écoute, moi Syrah, je lui ai proposé de venir. Si tu savais les conditions qu'elle m'a demandé pour revenir, Non. elle voulait être payée autant que les autres serveurs. T'imagines ? Une nouvelle payée comme les anciens. Ah. Et Oui. attends, tu sais ce que c'est son argument ? Non. Soi-disant qu'elle est payée moins parce que c'est une femme. Mais tu sais que moi je suis la serveuse de la table fantastique depuis 2 ans et que je suis moins payée que les autres serveurs. Bon, t'as vu la nouvelle liste de cocktails ? Parfait, y va, moi je vais préparer l'émission. Radio Libertaire et l'Escalier Volant vous présentent au Café de la Page la table des écrivains voyageurs. C'est un feuilleton réalisé par Romain K, avec à la technique Vincent Caponi, un habillage sonore de Vincent Caponi, et dans le rôle de Syrah et Kevin, Amélie Keriaco et Romain K. The man killed the line between punishment and crime. Aujourd'hui, chapitre 4, par les chemins et les routes. All music turned to a fashion show. Bonjour à tous, vous êtes sur Radio Libertaire 89.4, nous sommes au Café de la Page, le bar hanté par les esprits d'auteurs venus de tous les pays et de toutes les époques. Alors moi je suis Kevin, je suis le responsable de la salle. Je vais aller vous présenter les comédiens d'aujourd'hui. Donc, s'il vous plaît les comédiens, un petit peu de silence, merci. Donc nous avons donc Sarah Ramolli. Sarah Ramolli, une habituée d'au Café de la Page, a déjà été habitée par Olympe de Gouges, Voltaire, Cervantes, Albert Libertad, Alexandra David-Nel. Bonjour Sarah. Ok, merci Sarah. Merci Sarah, merci Sarah. On n'a pas toute la nuit. Donc nous avons aussi Vincent Caponi. C'est un autre habitué des lieux. Il a déjà été habité par Michel de Montaigne, Alain Bombard, Alphonse Daudet, Georges Perec. Bonjour Vincent. Bim, t'as vu ça, mec? Ok, merci Vincent. Bonjour Christine et Merci Vincent. Ensuite, nous avons aujourd'hui une invitée. Alors, c'est une invitée qui triomphe en ce moment dans un spectacle au théâtre intitulé adoptunjules.com. Elle prépare un spectacle solo. Elle s'appelle Loelia Salvador. Bonjour. Quelque chose à dire, Loelia ? Bonjour. Merci beaucoup, Loelia. Donc, je vais vous demander de vous mettre au fond de la salle. Ok. Voilà, parfait. Un petit peu de silence. Est-ce que vous êtes prêts à devenir des réceptacles pour les auteurs ? Oui. Ouais. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bienvenue au Café de la Page. Ici, nous avons un rituel, nous tournons fréquemment la page. Ce bar est hanté par des esprits, mais pas n'importe quels esprits. Ce sont des esprits d'auteurs venus de tous les pays et de toutes les époques. Aujourd'hui, nous recevons des auteurs qui vont nous parler de route. Aujourd'hui, nous recevons des auteurs qui vont nous parler de route. J'ai dit, aujourd'hui, nous recevons des auteurs qui vont nous parler de route. De route. Oh, les écrivains voyageurs, on va parler de route, on se réveille là. On habite les corps. Non mais c'est pas vrai, vous êtes vraiment en train de le faire. Vous êtes vraiment en train de faire la grève. Rodolphe. Oui. Les auditeurs, je vous présente Rodolphe, c'est le serveur de la table romantique. Dis bonjour aux auditeurs. Bonjour les auditeurs. Ok, merci Rodolphe. Bon, voilà, en fait, on a une émission sur les écrivains voyageurs, mais les écrivains voyageurs sont en grève. Alors, est-ce qu'à ta table, là, la table romantique, il n'y aurait pas quelqu'un qui aurait une histoire de route ? Tu vois, c'est juste le temps que je règle ça. Histoire de route. Ah oui, tiens, voyage à cheval, ça tirait ça.
Oui, moi, enfin, tant qu'il y a des gens qui vont d'un point A à un point B en passant par une route, moi ça me va, tu vois. Oui, un homme, une femme qui doivent surtout pas s'aimer, mais qui doivent faire une longue route sur la même jument et donc vont tomber amoureux, ça te va ça? Mais ça, c'est bien, ça Je devrait suis nous très occuper un heureuse de moment. vous dire que j'ai Regarde. bien compris l'autre soir que vous aviez toujours une envie folle de me faire danser. Tu vois la fille là? Je garde le Mhm. souvenir En train de de boire un votre Consuelo. baiser et je voudrais bien que Elle ce pourra soit- t'aider. Bon, attends, je vais voir qui c'est. Oui, alors pour les auditeurs qui nous écoutent pour la première fois, sachez qu'ici au Café de la Page, nous avons des registres qui nous permettent de savoir qui est l'auteur et d'où il vient. Alors elle s'appelle donc George Sand, elle vient de 1846, elle a 44 ans. Ah oui, et autre chose pour les auditeurs qui se demandent comment l'esprit de George Sand peut se trouver ici, c'est très simple. En 1846, George Sand est dans son grenier, elle fouille ses vieux souvenirs, elle tombe sur une lettre qu'elle avait envoyée à son amant Alfred de Musset. Elle se laisse aller à la rêverie, elle s'assoupit, son esprit s'échappe de son corps, traverse les siècles et vient habiter ce corps ici présent. Et là, elle est en train de relire cette fameuse lettre. Ah mais j'ai déjà entendu parler. Difficile, ainsi en y songeant, j'ai la grosse à courir dans le- Ah mais c'est une lettre codée en fait. Oui, c'est ça, pour comprendre ce qu'elle lui dit vraiment, il faut lire un vers sur deux. Excusez-moi, Madame Sand, votre lettre, si on la lit un vers sur deux, alors ça donne quoi? Je suis très émue de vous dire que j'ai toujours une envie folle de me faire baiser et je voudrais bien que ce soit par vous. Ok, Je merci, suis mais... prête à vous montrer mon cul et si vous voulez me voir aussi toute En fait, nue, je vous venais me pas du verrez. tout pour ça, hein. Je vous prouverai que je suis la femme la plus profonde comme la plus étroite. dont En fait, s'il vous plaît, parce qu'on est Puisque avec des votre auditeurs... bite est bien longue, bien dure et souple. Ok, merci Madame Sand, c'était pas du tout pour ça que je venais. Je suis avec les auditeurs de Radio Libertaire, notre thème c'est la route. Il paraît que vous avez une histoire sur le sujet. Là, je vois dans le registre que vous avez assisté à un mariage, c'était dans le Berry. C'est le pays le plus conservé qui se puisse trouver à l'heure qu'il est. Certaines coutumes sont si étranges, si curieuses. C'est quoi ça, le Berry? Ah oui, d'accord, pour nous c'est l'Indre-et-Loire. Donc, un mariage... C'était en hiver. Aux environs du carnaval. Époque de l'année où il est séant et convenable de faire les noces. Dans l'été, on n'a guère le temps. Les travaux d'une ferme ne peuvent souffrir 3 jours de retard. Sans parler des jours complémentaires affectés à la digestion plus ou moins laborieuse de l'ivresse morale et physique que laisse une fête. C'est passionnant, mais en fait, ce qui nous intéresse, c'est avant le mariage, visiblement, c'est de là... Germain et Marie. Voilà, Germain et Marie. Alors lui est plus vieux qu'elle, il a déjà été marié, et il est censé aller en demander une autre en mariage qui s'appelle... Catherine, comme ça défunte. Ah ouais, c'est dingue. Donc, cette femme qui ne connaît pas vit dans un autre village, et elle avait bonne réputation parce que... Elle a bien pour 8 ou 10 000 francs de terre. Oui, en effet, ça laisse rêveur. Donc, il part sur une jument pour aller faire sa demande. Il est accompagné de son fils Petit Pierre endormi et doit déposer la jeune Marie dans ce même village. Mais visiblement, quelque chose va naître entre eux. Dans notre monde à nous, il ne viendrait pas à la pensée d'une mère de confier une fille de 16 ans à un homme de 28. Car Germain n'avait réellement que 28 ans. Et quoique, selon les idées de son pays, il passa pour vieux au point de vue du mariage, il était encore le plus bel homme de l'endroit. Mais la chasteté des mœurs est une tradition sacrée dans certaines campagnes. Germain s'en allait chercher femme. Marie était enfant trop jeune et trop pauvre pour qu'il y songeât dans cette vue, et à moins d'être un sans-cœur et un mauvais homme, il était impossible qu'il eût une coupable pensée auprès d'elle. Personne ne fut donc inquiet de lui voir prendre en croupe cette jolie fille. Marie monta sur la jument après avoir 20 fois embrassé sa mère et ses jeunes amis. Germain s'en alla d'un air sérieux, tandis que les gens du voisinage disaient adieu de la main à la pauvre Marie, sans songer à mal. Eh bien, prenons patience, Germain. Nous ne sommes pas mal sur cette petite hauteur. La pluie ne perce pas la feuillée de ces gros chênes et nous pouvons allumer du feu, car je sens de vieilles souches qui ne tiennent à rien et qui sont assez sèches pour flamber. Vous avez bien du feu, Germain? Vous fumiez votre pipe tantôt. Oui, j'en avais. Ah, mais mon briquet était sur le bas dans mon sac avec le gibier que je portais à ma future. Mais la maudite jument a tout emporté. Même mon manteau qu'elle va perdre et déchirer à toutes les branches. Non pas, Germain. La bâtine, le manteau, le sac, tout est là, à vos pieds. Ah, c'est vrai, Dieu. Ah, et si nous pouvons trouver un peu de bois mort à tâtons, nous réussirons à nous sécher, à nous réchauffer. Ce n'est pas bien sorcier. À présent, cherchez votre briquet dans votre sac et je vais arranger le bois. Ce bois ne prendra jamais, il est trop humide. Vous doutez de tout, Germain. Vous ne vous souvenez donc pas d'avoir été pâtour et d'avoir fait de grands feux au champ, au beau milieu de la pluie? Mais oui, c'est le talent des enfants qui gardent les bêtes. Mais moi, j'ai été toucheur de bœufs aussitôt que j'ai su marcher. C'est pour ça que vous êtes plus fort de vos bras qu'à droit de vos mains.
Maintenant, je vais m'asseoir auprès du petit pour qu'il ne lui tombe pas d'étincelles sur le corps. Vous, mettez du bois et animez le feu, Germain. Nous n'attraperons ici ni fièvre ni rhume. Ma foi, tu es une fille d'esprit. Tu sais faire le feu comme une petite sorcière de nuit. Je me sens tout ranimé, le cœur me revient. Car avec les jambes mouillées jusqu'aux genoux et l'idée de rester comme cela jusqu'au point du jour, j'étais de fort de mauvaise humeur tout à l'heure. Et quand on est de mauvaise humeur, on ne s'avise de rien. Et tu n'es donc jamais de mauvaise humeur, toi? Et non, jamais. À quoi bon? Tu n'as pas toujours été heureuse? C'est vrai. Nous avons souffert, ma pauvre mère et moi. Nous avions du chagrin, mais nous ne perdions jamais courage. Ah, tu as bon cœur, Marie. Approche donc tes petits pieds du feu. Tu as tes jupes toutes mouillées aussi, pauvre petite fille. Chauffe-toi mieux que ça. J'ai assez chaud. Si vous voulez vous asseoir, prenez un coin du manteau, moi je suis très bien. Le fait est qu'on est pas mal ici, hein. Il n'y a que la faim qui me tourmente un peu. Il est bien 9h du soir et j'ai tant de peine à marcher dans ces mauvais chemins que je me sens tout affaibli. Est-ce que tu n'as pas faim aussi, ma petite Marie? Moi, pas du tout. Je ne suis pas habituée comme vous à faire 4 repas. Et j'ai été tant de fois me coucher sans souper qu'une fois de plus ne m'étonne guère. C'est commode une femme comme toi. Ça ne fait pas beaucoup de dépenses. Je ne suis pas une femme. Germain, est-ce que vous rêvez? Oui. Ah oui, je crois que je rêve, oui. C'est la faim qui me fait divaguer peut-être. Que vous êtes donc gourmand. Eh bien, si vous ne pouvez pas vivre 5 ou 6 heures sans manger, est-ce que vous n'avez pas là du gibier dans votre sac et du feu pour le faire cuire? C'est une très bonne idée. Mais c'est le présent à mon futur beau-père. Vous avez 6 perdrix et un lièvre. Je pense qu'il ne vous faut pas tout cela pour vous rassasier. Je me charge de vous le faire cuire sous la cendre, sans goût de fumée. Voyons, plumez cette perdrix. Pas si fort, vous lui arrachez la peau. Mais tu pourrais bien plumer l'autre pour me montrer. Vous voulez donc en manger 2? Quel ogre! Vous voudriez du vin, n'est-ce pas? Oh, petite méchante, vous moquez de moi. Vous ne boiriez pas du vin, vous, si vous en aviez. Moi? J'en ai bu ce soir avec vous chez la Rebec pour la seconde fois de ma vie. Mais si vous êtes bien sage, je vais vous en donner une bouteille quasi pleine, et du bon encore. Oh, comment, Marie? Ah oui, t'es une petite sorcière, décidément, hein. Est-ce que vous n'avez pas fait la folie de demander 2 bouteilles de vin à la Rebec? Vous en avez bu une avec votre petit, et j'ai à peine avalé 3 gouttes de celle que vous aviez mise devant moi. Cependant, vous les avez payées toutes les 2 sans y regarder. Eh bien, j'ai mis dans mon panier celles qui n'avaient pas été bues, parce que j'ai pensé que vous ou votre petit auriez soif en route. Et la voilà! Oh, tu es la fille la plus avisée que j'ai jamais rencontrée. Petite Marie, l'homme qui t'épousera ne sera pas sot. Je l'espère. Allons manger vos perdrix, elles sont cuites à point. Et faute de pain, vous vous contenterez de châtaignes. Mais où diable as-tu pris ces châtaignes? C'est bien étonnant. Tout le long du chemin, j'en ai pris aux branches en passant et j'en ai rempli mes poches. Elles sont cuites aussi? À quoi donc aurais-je eu l'esprit si je ne les avais pas mises dans le feu dès qu'il a été allumé? Ça se fait toujours au champ. Oh, sa petite Marie. Allez, nous allons souper ensemble. Je veux boire à ta santé et te souhaiter un bon mari. Oh, j'en serais fort empêché, Germain, car j'ai pas encore songé. Mais comment? Pas du tout? Jamais, jamais? Tu n'as pas encore eu l'idée du mariage? Tu en as l'âge pourtant. Peut-être, mais je suis trop pauvre. Il faut au moins 100 écus pour entrer en ménage et je dois travailler 5 ou 6 ans pour les amasser. Je voudrais que le père Maurice voulait bien me donner 100 écus pour t'en faire cadeau, tiens. Eh bien, qu'est-ce qu'on dirait de moi? Bah, que veux-tu qu'on dise? Mais on sait très bien que je suis trop vieux. Enfin, je peux pas t'épouser. Alors on supposerait que je... Enfin, que j'ai... Dites donc, laboureur. Voilà votre enfant qui se réveille.
nous imaginer le vin et les chansons d'amour en sucre me font toujours autant d'effet. Kevin. Oui, toi. Bon, quand est-ce qu'elle revient, Syrah? Mais Syrah, elle revient. Attends, Syrah, elle est où, attends. là, je voudrais Mais pas attendez, savoir. et arrêtez maintenant, ça suffit. Syrah, je l'ai appelée, je lui ai dit qu'elle pouvait revenir, je lui ai promis qu'elle serait payée en même temps que tout le monde. Seulement, qu'est-ce qui se passe? Elle est en train de s'amuser avec nous, elle est en train de nous faire attendre. Pendant ce temps-là, il y a la table des écrivains voyageurs qui est en Kevin, grève. calme-toi, Et on est à attends, l'antenne. 2 secondes. On est à l'antenne. Kevin. Eh ben, on est à l'antenne, oui. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Nous sommes toujours sur Radio Libertaire 89.4. Nous sommes au Café de la Page, le bar hanté par les auteurs venus de tous les pays et de toutes les époques. Moi, je suis Kevin, le responsable de la salle, et nous allons recevoir des auteurs qui parlent de route. Et Salomé, Ouais, dites, oui. trouve-moi vite un auteur qui parle de route, ok? Ok. Donc, Oui, nous allons... exact. Mais cours. Ouais, Mais- la table philosophique. Mais c'est à l'autre bout du Café de La la On Page. n'a pas le temps, Kevin. Bah non, ouais, ça va, hein. Bon. Alors, un auteur qui parle de route. Est-ce que je... alors, comment il s'appelle celui-là? Il s'agit de Régis Debray. Alors, Régis Debray, il vient de France en 1970. Il a 30 ans. Monsieur Debray. Oui, monsieur Debray. Alors, vous étiez en train de parler de route à l'instant, c'est bien ça? La route se cache en se déployant. Interroger ce qu'on a chaque jour sous les pieds ou les roues donnerait presque envie de rire. Est-ce une raison suffisante pour dédaigner l'asphalte? Non, je sais pas. Mais la route, ça vous plaît, du coup? Abornement, circonscription, enracinement, arrachement, transhumance. Les deux pulsions de sens contraires qui rythment le rapport du vivant humain à son milieu, comme systole et diastole, ont dans la route une muse commune. Je comprends rien du tout, mais ça doit être vrai. Avec elle, je m'échappe, comme je reviens. La promesse de fuite est aussi celle des retrouvailles. En quoi le chemin de la vie est un mensonge? Elle a ses codes, des panneaux, ses bornes, ses flèches et plaques. Elle connecte l'ici à l'ailleurs. Le réel au fantasme, le seuil à l'horizon, mon foyer civilisé à mes confins de barbarie. Homme libre, toujours tu chériras la route. Elle dynamise la plante humaine et canalise notre bougeotte. Elle prévient l'ankylose autant que l'errance gratuite. Elle incite à aller se perdre au loin, empêchant de se perdre alentour. Ah, ok, merci monsieur Debray. Donc on me fait signe là-bas. Ouais, Kevin, il y a des gens qui parlent de leur vie de famille dans un van autour du monde. C'est à la table des blogueurs. Mais c'est la route, ils voyagent sur la route, on est d'accord? la table, Oui, bon, j'arrive, ça va, hein. Alors, donc, ils viennent de 2016. Donc, ce sont les blogueurs de uneviesurroute.com. Ils écrivent en famille, des parents et 2 enfants. Il n'y a pas vraiment d'explication pour justifier ces choix. Le nomadisme est un état d'esprit, un mode de vie à part entière. Pas de contraintes, ni d'obligations, ou très peu. La liberté de temps et de lieu, où on veut, quand on veut. Non, monsieur, dame, les nomades ne sont pas tous des marginaux. Rappelez-vous, dans un passé pas si lointain d'ailleurs, nous étions tous nomades. La sédentarité est arrivée bien plus tard. Aux USA et Canada, pas moins de 6 millions de personnes vivent à temps plein sur les routes. On les appelle les full-timers. Comment travailler et gagner sa vie? Nous en sommes la preuve vivante. Nous avons tous les deux 33 et 40 ans et 2 enfants. En France, il faut bien le dire, à partir de 40 ans, vous êtes foutus sur le marché du travail. Vous pouvez ramer de longs mois pour arriver enfin à décrocher un job. Il n'en est pas de même dans tous les pays. Bon, attention, hein, je dis pas que c'est l'Eldorado ou le plein emploi. L'herbe n'est pas plus verte dans le pré du voisin. Mais elle a un goût différent. Merci. Bon, alors, qu'est-ce qu'on a La comme table ça? des aventuriers. La table des aventuriers. La table des aventuriers. C'est encore hyper loin. Alors, donc, à la table des aventuriers, nous avons Père J. Anderson. C'est un Suédois qui nous vient de 2016. Alors, visiblement, il a une histoire de vélo. Il est en train de raconter l'histoire de Pikej, un Indien qui a parcouru 7000 km à vélo pour aller des Indes en Suède, pour retrouver Lota, une fille dont il était amoureux. Et là, le personnage est en Afghanistan. La halle Est-Ouest, c'est la route que tout le monde emprunte. Il n'y a pas vraiment d'alternative, c'est la route principale des hippies et des vagabonds. Pikej pédale de l'aube au crépuscule, en ne s'arrêtant qu'1 heure pour la pause déjeuner. Encore du béton gris clair, encore ces fichues jointures entre les plaques de bitume. Le vélo rebondit chaque fois, et Pikej se fait mal. Pourquoi n'ont-ils pas utilisé du bitume? Il ne s'inquiète guère de savoir où il passera la nuit. Cela s'arrange toujours. Mais parmi les centaines d'adresses dans son carnet de notes, personne n'habite le long de ce chemin. La plupart vivent en Europe. Cependant, dans la campagne afghane, il découvre que les gens sont extrêmement accueillants. Il l'invite chez eux, à prendre le thé, lui propose de partager de petites collations et lui offre un lit pour la nuit. L'hospitalité va de soi par ici. Il n'a même pas besoin de dessiner ses hôtes en échange de sa nourriture. Il pédale, les yeux fixés sur l'horizon monotone.
fait doubler par des camions chargés de foin, de matelas et de chèvres, eux aussi en route vers l'ouest. Et croise 1 ou 2 fois par jour des minibus aux couleurs vives, remplis de voyageurs européens qui vont en sens inverse. Il sait que, dans quelques semaines, la plupart de ces Européens se retrouveront attablés au café de Chicken Street, à Kaboul. Quelques semaines plus tard, ils se gareront devant l'Indian Coffee House, à New Delhi, pour traîner et échanger expériences et longs conseils sur leur long périple. Pikesh pensa. Sans ces cafés, nous les voyageurs serons plutôt mal en point. Ils centralisent toutes les infos dont nous avons besoin. À Herat, il dort dans un lit avec un fond de corde tressé, mais sans matelas, dans l'un des pires hôtels qu'il ait vus. Le lendemain matin, le soleil brille à travers une petite ouverture et le surprend en sueur. Il sort dans les rues de Herat pour dessiner et se faire un peu d'argent, manger à sa faim et continuer à pédaler vers l'ouest. Voilà les 3 pensées qui surgissent immédiatement à son esprit. Ensuite seulement, il songe à Lota. Il ne s'est éloigné que d'une centaine de mètres de son hôtel miteux quand une voiture s'arrête et qu'un homme en sort. Il se présente comme le conseiller du gouverneur du district. Monte dans la voiture. Piquet-je. Ok. Nous avons remarqué que vous proposiez vos services en tant qu'artiste. Et le gouverneur désire avoir votre portrait. L'homme en question habite une maison imposante entourée de barrières avec des vigiles postés devant l'entrée. Pikesh salue avec respect le gouverneur qui les attend. Il l'observe en détail et se rend compte que le gouverneur a un strabisme. Il sait ce que cela implique. Il s'installe dans la cour intérieure et Pikesh se concentre pour travailler rapidement. Finalement, il montre son portrait où il a fait disparaître le strabisme. Le meilleur portrait qu'on ait fait de moi. Ainsi, quelques jours plus tard, quand Pikesh montre son visa périmé au poste frontière d'Ilamkala, les policiers lui font signe de passer. Ok, merci pour cette histoire de route. Bon, je dois vite trouver encore une autre histoire de route. Vous inquiétez pas les auditeurs, nous allons suivre notre là-bas, programme. là-bas. Où ça? Il n'y a plus rien là-bas. D'accord, ok, j'y vais. Alors comment il s'appelle? La table de la science-fiction et quelque chose? Ok, j'y vais. histoire de camion aussi. Bon, attendez, parlez pas tous en même temps, ça commence à bien faire là. Excuse-moi, Oui, Kevin, quoi? Pardon, juste pour te dire que Syrah est en train d'arriver. Elle revient. Ça y est. Oh, génial. Oh, Ok. ça y est. Vous avez entendu les écrivains voyageurs? Syrah est en train de revenir. Ouais, vous pouvez vous réveiller. Je vois un auteur qui est en train de s'installer à la table des écrivains voyageurs là-bas. Kevin, excuse-moi, on Quoi a juste encore, un quoi autre encore, quoi problème. encore? Bah excuse-moi, mais la table fantastique s'est mise en grève tant que Salomé n'aurait pas le même salaire que tout le monde. Ok, je m'en occupe. Très bien. Les messieurs les auditeurs, je vais juste servir l'écrivain voyageur qui vient de s'installer. Vous prendrez quoi, monsieur? Ah, sur la route. Je suis un jeune écrivain. Je me sens pousser des ailes. Quelque part sur la route, je sais qu'il y aura des filles, des visions, la totale, bordel. Quelque part sur la route, on me tend la perle rare. Born to be wild. Born to be wild. Got some motor running. Head out on the highway. Looking for adventure. And whatever comes our way. Yeah, gonna go make it happen. Take the world in a love embrace. Fire all of your guns at once and explode into space. Like a true nature's child. We were born to be wild. We can climb so high. I never wanna die. Born to be wild. Vous êtes sur Radio Libertaire 89.4. Nous sommes au Café de la Page, le bar hanté par les auteurs venus de tous les pays et de toutes les époques. Et moi je suis Syrah, et je suis de nouveau la serveuse de la table des écrivains voyageurs. Ouais! Alors attendez, j'ai cru entendre que l'initiateur de la Beat Generation était dans les parages. Mais c'est quoi en fait la Beat Generation? Tout commence avec Jack Kerouac.
Il vient de 1957, il a 35 ans, il habite à New York et après l'échec de son mariage, il décide de prendre la route. C'est ainsi que démarrera le mouvement Beat Generation. Et là, monsieur Kerouac, vous venez de vous faire prendre en autostop par un camion, c'est ça? La plus belle course de ma vie était sur le point de commencer. Un camion avec une plateforme arrière et environ 6 ou 7 gars vautrés dessus. Les conducteurs, 2 jeunes fermiers blonds du Minnesota qui ramassaient toute âme solitaire qu'ils trouvaient sur la route. Le plus jovial, le plus serein couple de pecnos bien balancés que l'on puisse jamais espérer voir. Tous deux vêtus d'une chemise en coton et d'une combinaison et rien d'autre. Solide du poignet, accueillant avec de larges sourires tout ce qui se présente sur leur chemin. Comment ça va, mon gars? J'accourus. Il y a de la place? Monte, il y a de la place pour tout le monde. Je n'étais pas sur la plateforme que déjà le camion rugissant démarrait et je me retrouvais sur les fesses. Quelqu'un me passa une bouteille de torboyau. Je lampais un grand coup, fouetté de plein vent par la brise âpre, lyrique par la bruine du Nebraska. Un gosse en casquette de baseball que là. Ah, mais c'est ça la liberté, ça donne envie. Et donc dans ce voyage, il sera accompagné de Dean. Ils rejetteront toutes les valeurs américaines. Ils essaieront tout excès, sexualité, drogue. Ils voulaient juste brûler la vie. Hé, vous entendez? Il y a une autre poétesse de la Beat Generation qui vient d'entrer. C'est Elise Cohen. Elle vient de 1962, elle a 28 ans. Elle vient de prendre la route pour fuir un hôpital psychiatrique. Seul. En larmes. Je m'éveillais en larmes, seul. Dans le parc noir d'Orly. Elle va se rendre chez ses parents et... Oh, merde! Elle va s'y défenestrer. Pas d'amour. Pas de compassion. Pas d'intelligence. Pas de beauté. Pas d'humilité. 27 années suffisent. Wow. Je faisais pas les choses à moitié dans la Beat Generation. Tiens, une nouvelle cliente. C'est étrange. Elle ne se mêle pas aux autres. Elle reste juste à les observer. Joyce Johnson. Vous prendrez quoi? Un personnage secondaire. Ça marche. Un personnage secondaire. Et mais... Ah, mais je comprends pourquoi vous ne vous mélangez pas. Vous venez de bien plus tard, de 1982. Là d'où vous venez, Elise Cohen est partie depuis longtemps. 10 années d'amitié. Maintenant encore, je suis parfois bouleversée à la pensée qu'Élise est morte et que je ne peux pas décrocher le téléphone pour lui parler. Ça doit vous faire quelque chose de la voir ici. Eh mais là d'où vous venez, mais... Jack Kerouac aussi, il est... Qui aurait pu imaginer que Jack Kerouac trouverait la mort à 47 ans dans la maison de sa mère à Saint-Pétersbourg, Floride, pendant que la télévision diffusait une émission de gastronomie. Il posa sa canette de bière, alla aux toilettes et se mit à vomir du sang. Quelques heures plus tard, ayant refusé tout soin médical jusqu'au dernier moment, il agonisait dans un hôpital bondé de vieillards. Ce sont des pertes dont rien ne saurait nous dédommager. Mais oui, je comprends. Mais vous avez dû avoir plein de bons souvenirs. Vous aussi, vous avez pris les routes. Ça fait quoi de se sentir de la Beat Generation? Je lus pour la première fois les mots Beat Generation dans le salon de mes parents. C'était le 16 novembre 1952. Mon père était sorti de bonne heure acheter le Sunday Times, sacrifiant en rite hebdomadaire et revenant avec des gâteaux pour le petit déjeuner. Comme d'habitude, je m'étais emparée du magazine pour le parcourir le plus vite possible avant qu'il ne les monopolise, s'installant alors avec un dictionnaire et un atlas pour faire le mot croisé. Ce dimanche-là, un article signé par un écrivain, John Cleland Holmes, attira immédiatement mon attention. Intitulé « Voici la Beat Generation », c'était une profession de foi en un état d'esprit qui, bien que nouveau à en croire l'auteur, m'était parfaitement familier. Il disait « Tous les gens que je connaissais ressentaient cela d'une façon ou d'une autre, un désir inassouvi de paroles, de joie, d'excitation, de sensations, de vérités nouvelles. Quelle qu'en fût la raison, tous les gens de mon âge avaient une lueur d'espoir dans les yeux, qui trahissait un trop-plein d'amour, un désir d'extase, la présence des mots en souffrance. » Holmes parlait bien sûr de ceux qui faisaient des choses qu'Élise et moi ne ferions jamais. Et puis, tous étaient des hommes. Mais ce désir inassouvi n'était-il pas le nôtre? La présence du mot beat m'étonna. Voulait-on dire beaten comme battu? Cela signifiait-il que toute une génération vivait en accord avec les vibrations d'un rythme particulier? Où les gens décrits par Holmes étaient des perdants, battus d'avance jusqu'au tréfonds de leur conscience? Mais qu'est-ce qui vous a fait adhérer à ce mouvement? J'étais fascinée par la décadence. Je respectais fort peu la respectabilité. J'étais persuadée que seule ma lâcheté m'empêchait de quitter le camp des gens bien. Ah mais comment je vous comprends? Mais vous savez, beaucoup n'ont pas cet esprit. Comment vous êtes-vous forgé cette prise de conscience?
Pendant 35 ans, mon père travailla dans la société Metropolitan Tobacco Company, de 8h à 17h, avec 2 semaines de vacances l'été, sans le moindre avancement et toujours sous-payé. C'était le premier emploi qu'il avait trouvé en arrivant aux États-Unis. Je ne m'explique pas complètement son manque d'ambition. Il était immigrant de fraîche date, et très vite la dépression arriva, entravant maintes carrières. Les gens s'accrochaient à leur poste, ne prenaient aucun risque. Assez bizarrement, je crois que la loyauté et l'orgueil s'en mêlèrent. Il tenait la comptabilité de la Metropolitan Tobacco Company, remplissant impeccablement de longues colonnes de chiffres avec son écriture régulière. Quand j'eus 10 ans, il eut un ulcère. Un homme comme mon père aurait pu finalement être remplacé par un ordinateur. Arrêtez, ça fait froid dans le dos. Ses plaisirs étaient fort modestes. Quelques cigares, les courses. Le commentateur du baseball bourdonne à travers toute mon enfance comme l'aspirateur de ma mère. Je me souviens de douceur dans ce foyer, mais jamais de passion. Je me réveille la nuit dans un silence absolu. Aucun bruit ne sort de leur chambre. Et après, vous êtes devenue la petite amie de Jack Kerouac. Comment ça s'est passé tout ça? Les vitrines du Howard Johnson sont couvertes d'une buée qui m'empêche de voir à l'intérieur. J'ouvre la lourde porte vitrée et j'aperçois un homme brun assis au bar avec une chemise de bûcheron en flanelle qui me semble parfaitement hors de saison. Il tourne la tête. Les yeux bleus me regardent intensément. Ils sont d'un bleu étonnant. Et son visage est tellement bronzé. Dans toute la salle, c'est la personne la plus voyante. La peur m'assaille tandis que je m'approche de lui. Jack ? À côté de lui, un tabouret est libre. Je m'installe dessus. Tu veux prendre quelque chose? Juste un café. Il est d'un calme impressionnant. J'aimerais lui dire que j'ai lu son livre, mais je crains d'être gauche, trop direct. Quand on me sert mon café, Jack prend un air lugubre. Il ne peut pas me l'offrir, il n'a pas d'argent, pas un sou. Ce matin, il a donné son dernier billet de $10 au caissier d'une épicerie qui lui a rendu la monnaie sur 5. J'attends un chèque d'un éditeur. Écoute, c'est pas grave, j'ai de l'argent. Tu veux manger quelque chose? Ouais, des saucisses. Je te rembourserai. Je rembourse toujours les gens, tu sais. C'est la première fois que j'invite un homme à dîner. Je me sens très compétente et féministe. Waouh, quelle rencontre mythique! Et ensuite? Jack Kerouac partit sur la route pendant l'été 1947, quittant Ozone Park, Queens, en direction du Pacifique, s'arrêtant à Denver pour voir son nouvel ami Neil Cassidy. Qui s'appelle Dean dans le roman Sur la route. On raconte qu'il voyageait avec un équipement minimum, rien à voir avec le barda sophistiqué des routards d'aujourd'hui. Il avait une $50 en poche, économisé sur son allocation de vétéran, un sac en toile qui contenait les choses essentielles, et il portait des chaussures tout à fait inappropriées, des huaraches mexicaines, signe distinctif de la bohème intellectuelle new-yorkaise d'alors. Mais dis donc, mais il vous a jamais amené? Ah, chaque fois que j'abordais cette question, il m'arrêtait en me disant que ce que je désirais vraiment, c'était des enfants. Voilà ce que voulaient toutes les femmes, non? Voilà ce que moi aussi je désirais, même si je n'en parlais pas. Plus fort que mon désir d'être un grand écrivain, je nourrissais celui de transmettre la vie, de devenir un maillon de la longue chaîne de souffrance et de mort. Oh là 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 là, mais c'est toujours le même vieux refrain là. Jack Kerouac ou pas, à un moment, faut arrêter les conneries. Et vous n'avez pas insisté? Je lui rétorquais que bien sûr, j'aimerais avoir un jour des enfants, mais pas avant longtemps, pas maintenant. Jack hochait de la tête. Il n'a jamais amené aucune femme avec lui. Mes mères. Mais merde. La seule femme que Jack Kerouac emmena jamais sur la route ne fut ni moi, ni Eddie Parker, ni Caroline Cassidy, ni aucune des sombres beautés de ses rêves, mais Gabrielle Lévesque Kerouac, 62 ans avec son chignon de cheveux gris acier, ses lunettes rondes et son rosaire enfermé dans son vieux porte-monnaie noir. Putain, ça c'est du scoop. En 1957, Jack voyageait encore avec une conviction inébranlable qui semblait toujours l'entraîner vers de nouvelles aventures malgré toutes les désillusions passées. Avec Burroughs comme mentor, il a goûté à tous les vices de Tanger. Fumer l'opium, manger du hashish... Hop, justement, Monsieur Kerouac. Monsieur Kerouac, vous ne pouvez pas fumer de substances illicites à l'intérieur du café de la Page. Veuillez éteindre ça, s'il vous plaît. Le vagabond américain a bien du mal à mener sa vie errante aujourd'hui avec l'accroissement de la surveillance que la police exerce sur les routes, dans les gares, sur les plages et dans les 1001 trous où se cache la nuit industrielle. Le cheminot, ce type ancien et original qui va à pied de ville en ville avec ses vivres et son matériel de couchage sur son dos, a pratiquement disparu.
en même temps que le vieux rat du désert, chercheur d'or, qui cheminait le cœur plein d'espoir. Ils ne veulent plus des vieux clochards. De grandes et sinistres voitures de police payées par le contribuable risquent de survenir d'un moment à l'autre et de tomber sur le clochard qui s'en va en quête de son idéal. La liberté, les collines du silence sacré et de la sainte intimité. Il n'est rien de plus noble que de s'accommoder de quelques désagréments comme les serpents et la poussière pour jouir d'une liberté absolue. J'étais moi-même un vagabond d'une espèce particulière, car je savais qu'un jour, mes efforts littéraires seraient récompensés par la protection de la société. Je n'étais pas un vrai cheminot qui ne nourrit aucun autre espoir que cette espérance éternelle et secrète que l'on peut concevoir quand on dort dans des wagons de marchandises vides par une journée chaude et ensoleillée de janvier, pleine d'une éternité splendide en direction de San José. En Amérique, le camping est considéré comme un sport simple pour les Boy Scouts et comme un crime quand il est pratiqué par des adultes qui en ont fait leur vocation. La pauvreté est considérée comme une vertu chez les moines des nations civilisées. Et en Amérique, on passe une nuit au violon si l'on vous prend à ne pas avoir sur vous une certaine somme. Putain, c'était 50 cents la dernière fois. Mon Dieu, combien est-ce que c'est maintenant? À l'époque de Bruegel, les enfants dansaient autour d'un vagabond, ils portaient d'énormes haillons et ils regardaient toujours droit devant lui. Et aujourd'hui, les mères serrent leurs enfants contre elles à cause de ce que les journaux ont dit du vagabond. Il viole, il trompe, il mange les enfants. Écartez-vous les inconnus, vous êtes des mamans emprisonnés. Bien que le cheminot de Bruegel et le cheminot d'aujourd'hui soient les mêmes, les enfants sont différents. Aujourd'hui, notre monde est un monde d'adultes, plus un monde d'enfants. Aujourd'hui, on oblige le vagabond à s'esquiver. Et tout le monde admire les prouesses des policiers héroïques à la télévision. Le vagabond a deux mondes que l'on ne peut pas acheter chez Tiffany. À un poignet le soleil, à l'autre poignet la lune, et les deux mains sont faites de ciel. Beethoven est un vagabond qui se mit à genoux et écouta la lumière. Einstein, le vagabond avec son pull en agneau à col roulé. Jésus, tout un vagabond étrange qui marchait sur l'eau. Bouddha, tout un vagabond qui ne prêtait aucune attention aux autres vagabonds. Clochard américain est en voie de disparition et il en sera ainsi tant que les shérifs opéreront, comme l'a dit Louis-Ferdinand Céline, une fois pour un crime et 9 fois par ennui. Car n'ayant rien à faire au milieu de la nuit, à l'heure où tout le monde dort, ils appréhendent le premier être humain qu'ils voient passer. Hop, où allez-vous? Dormir Où ça? sur le sable. Pourquoi? Oh, j'ai mon sac de couchage. Pourquoi? J'étudie la vie en pleine nature. Vos papiers. Je viens de passer l'été au service au service forestier. On vous a payé? Bah ouais, Pourquoi n'allez-vous pas à l'hôtel? j'aime mieux le grand air. Et puis c'est gratuit. Pourquoi? Parce que je fais une étude sur les cheminots. Allez-y, si c'est ce que vous voulez. Voilà. Les vagabonds d'Amérique peuvent aller dans les cimetières et boire du vin dans les bosquets et uriner, dormir sur les cartons et fracasser les bouteilles sur les tombes sans se soucier des morts et sans avoir peur. Mais le pauvre clochard des bas quartiers dort là, sous le porche, le dos au mur, la tête sur la poitrine, la paume de la main droite tournée vers le haut, comme pour recevoir l'aumône de la nuit. La main
celle d'un mendiant est tendue. Les doigts suggèrent, semble-t-il, ce qu'il mérite de recevoir, ce qu'il veut recevoir. Le pouce touche presque l'extrémité des doigts comme si, du bout de la langue, il était sur le point de dire dans son sommeil, et avec ce geste, ce qu'il ne pouvait pas dire quand il était éveillé. Pourquoi m'en avoir privé? Pourquoi ne puis-je respirer dans la paix et la douceur de mon propre lit? Pourquoi suis-je ici, dans ces haillons sinistres et innommables, sur ce seuil humiliant? Je ne veux montrer ma main que dans mon sommeil. Je suis incapable de la redresser. Alors profitez de cette occasion pour voir ma prière. Je suis seul, je suis malade, je me meurs. Voyez ma main ouverte, apprenez le secret de mon cœur humain. Donnez-moi cet objet, donnez-moi votre main. Emmenez-moi dans les montagnes d'émeraude, emmenez-moi en lieu sûr. Soyez bon, soyez humain, souriez. Je suis trop fatigué de tout le reste maintenant. J'en ai assez. J'abandonne. Je m'en vais. Je veux rentrer chez moi. J'y serai en sûreté. Et enfermez-moi. Emmenez-moi là où tout est paix et amitié. Vers la famille de ma vie. Ma mère, mon père, ma sœur, ma femme. Et toi aussi, mon frère. Et toi aussi, mon ami. Et aucun espoir. Aucun espoir. Aucun espoir. Aucun espoir. Je m'éveille et je donnerai $1 million pour être dans mon lit. Ô Seigneur, sauve-moi. Sur les routes maléfiques, derrière les réservoirs à pétrole, là où les chiens sanguinaires montrent les dents derrière les grillages, les autos de police bondissent soudain comme des voitures d'évadés. Mais elles proviennent d'un crime plus secret, plus funeste que les mots ne peuvent le dire. Les bois sont remplis de geôliers. Une nuit, le téléphone sonna. C'était Jack qui m'appelait d'un bar de Berkeley. Toute la journée, il avait arpenté sa cour en réfléchissant à ce qu'il allait me dire. Quand je lui demandais ce qui clochait, il me répondit que les flics l'avaient interpellé 4 fois simplement parce qu'il se promenait dans la rue après minuit. Un flic lui avait même collé une amende de $2 pour avoir brûlé un feu rouge. Le procès intenté à Allen Ginsberg et à son éditeur pour obscénité provoquait toutes sortes de problèmes avec la police. On saisissait même des livres de poésie. Vous avez quand même tous réussi une grande chose. Vous avez osé vivre à 100%, partir à l'aventure vers l'inconnu sans vous soucier du lendemain. En fait, ce que vous avez osé, c'est être jeune. Et ça, c'est pas rien.
Sur Radio Libertaire 89.4, nous sommes au Café de la Page, le bar hanté par les esprits d'auteurs venus de tous les pays et de toutes les époques. Et moi, je suis toujours Syrah, la serveuse de la table des écrivains voyageurs. Et nous allons bientôt nous quitter. Avant ça, on va remercier Loelia Salvador pour sa venue aujourd'hui. On peut la retrouver à la Comédie République dans adopteunjules.com. Justement, j'en profite pour dire qu'en ce moment, je pratique le monoski hongrois et je participe au championnat de tricot basque de Savigny-sur-Gurez. Très bien. Et donc, Et voilà. comment enchaîner Eh bien, c'était pas mal émoustillant cette rencontre-là. Hein. avec Les membres. les poètes de la Beat Generation, j'avoue. D'ailleurs, il y a une odeur particulière ici. Ouh là là, ça sent l'opium. 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 Il y avait des rues entières consacrées à l'opium. C'était les véritables centres religieux de l'Inde. Et je devais apprendre l'opium, connaître l'opium, pour apporter mon témoignage. Je fumais de nombreuses pipes jusqu'au moment où je sus. Je compris pourquoi les ouvriers des plantations, les journaliers, les rickshawmen, ils demeuraient là dans l'ombre, immobiles. L'opium n'était pas le paradis des amateurs d'exotisme tel qu'on me l'avait peint, mais l'échappatoire des exploités. Monsieur Pablo Neruda. Waouh. J'espère que vous reviendrez la semaine prochaine. Nous allons parler des voyages dans les pays chauds. Bon, nous, on se retrouve la semaine prochaine. Et pour en découvrir plus sur les auteurs, connectez-vous sur www.aucafedelapage.com. Let the beer music be wine, 'cause it's fine. It's unser time. It's unser